Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent et réagissent autrement. Depuis le début de cette série consacrée à l'été, nous avons parlé de la peur de voir les apprentissages disparaître. Nous avons découvert que la lecture pouvait être une formidable occasion de partager des histoires, puis nous avons vu que le jeu était bien plus qu'un simple passement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui fait réagir presque tous les parents, les écrans. Il suffit de prononcer ce mot pour que les avis se multiplient. Vous entendrez parfois les écrans détruisent le cerveau, ou à l'inverse, aujourd'hui tout passe par le numérique, il faut vivre avec son époque. Entre ces deux propositions, il reste peu de place pour la nuance. Et pourtant, la science est rarement aussi catégorique. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous sortions du débat. Non pas pour minimiser les effets des écrans, mais pour comprendre ce que la recherche nous permet réellement de dire. Et surtout, pour repartir avec des repères qui pourront vous aider dans votre quotidien. Imaginez, nous sommes en plein mois d'août. Il pleut depuis le matin. Les jeux du jardin sont abandonnés, la sortie au parc est annulée, votre enfant tourne en rond dans la maison et il s'ennuie. Vous avez un repas à préparer. Peut-être un appel important ou simplement besoin de souffler quelques minutes. Alors vous allumez un dessin animé. Le calme revient. Votre enfant est captivé. Vous pouvez enfin respirer. Mais très vite, une petite voix apparaît. Je ne devrais peut-être pas. Est-ce que c'est trop? Est-ce que je suis en train de prendre une mauvaise habitude? Cette voix, je pense que beaucoup de parents la reconnaissent. Parce qu'aujourd'hui, les écrans sont partout. Dans nos maisons, dans nos voitures, dans les restaurants, dans les salles d'attente, font partie de notre quotidien. Et pourtant, ils restent souvent entourés de beaucoup d'inquiétudes. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question un peu différente. Pas les écrans sont-ils bons ou mauvais? Parce que cette question est finalement trop simple. La vraie question est peut-être celle-ci. Comment les écrans s'intègrent dans la vie de notre enfant? Et vous allez voir que cette nuance change beaucoup de choses. Je rencontre souvent des familles qui me disent « Je culpabilise dès que j'autorise un dessin animé. J'ai l'impression que tout le monde fait mieux que moi. Je ne comprends pas pourquoi on parle autant des écrans. Après tout, ils font partie de notre époque. » Entre ces deux discours, les parents ne savent plus très bien où se situer. Et je les comprends. Parce que lorsqu'on cherche des réponses, on trouve souvent des messages très tranchés. Des titres inquiétants, des vidéos qui promettent les vérités absolues. Pourtant, la recherche scientifique est beaucoup plus prudente. Elle nous invite à poser d'autres questions. Quel âge a l'enfant? Que regarde-t-il? Pendant combien de temps? Avec qui? À quel moment de la journée? Et surtout, qu'est-ce que cet écran remplace? Parce qu'un dessin animé regardé de temps en temps pendant que le parent prépare le repas n'a pas la même signification qu'un écran qui remplace systématiquement le sommeil, les jeux, les échanges ou les activités physiques. Et c'est précisément cette différence que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors que nous apprend réellement la recherche sur les écrans. La première chose qui m'a frappée lorsque j'ai commencé à aller lire les recommandations des différentes organisations scientifiques, c'est qu'elles parlent finalement assez peu des écrans. Elles parlent surtout des enfants. Et cette nuance est importante. Parce que lorsqu'on demande les écrans sont-ils bons ou mauvais, on oublie souvent une question essentielle. Pour quel enfant? À quel âge? Dans quel contexte? Pourquoi faire? Pendant combien de temps et qu'est-ce que cet écran remplace? Toutes ces questions changent complètement la réponse. Prenons un exemple. Imaginons deux enfants. Le premier regarde un dessin animé pendant 20 minutes, installé contre son parent qui commente l'histoire, répond à des questions et en reparle ensuite avec lui. Le second passe plusieurs heures seul devant ces vidéos qui s'enchaînent automatiquement jusqu'à tard dans la soirée au détriment du sommeil. Dire que ces deux situations sont identiques n'aura pas beaucoup de chance. Et c'est précisément ce que montrent les recherches. Le contexte compte énormément. Les pédiatres et les chercheurs nous invitent aujourd'hui à dépasser la seule question du temps d'écran. Bien sûr, le temps reste un repère utile, mais il ne raconte jamais toute l'histoire. La qualité du contenu est importante. Toutes les vidéos ne se ressemblent pas. Un documentaire, une histoire interactive, un dessin animé adapté à l'âge de l'enfant ou une conversation vidéo avec les grands-parents n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes effets. L'accompagnement est également essentiel. Lorsque l'adulte regarde avec l'enfant, qui répond à ses questions, qui fait les liens avec la vie quotidienne, l'écran devient souvent un support de discussion plutôt qu'une simple consommation.
Les chercheurs parlent parfois de co-visionnage. Autrement dit, regarder ensemble, pas seulement regarder côte à côte. J'aimerais aussi parler d'un sujet qui revient très souvent dans les études, le sommeil. C'est probablement l'un des domaines où les données sont les plus cohérentes. Une utilisation des écrans juste avant le coucher, surtout lorsqu'elle est prolongée ou très stimulante, est associée à un risque plus élevé de difficultés d'endormissement, d'un sommeil plus court ou d'une moins bonne qualité de sommeil. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin d'un temps de transition, d'un ralentissement et certains contenus rendent cette transition très difficile. Cela ne signifie pas qu'un dessin animé regardé exceptionnellement le soir va forcément perturber toute la nuit. Encore une fois, la recherche parle de tendance, pas de certitude pour chaque enfant. Il y a un autre point que je trouve particulièrement intéressant. Les chercheurs nous invitent à regarder non seulement ce que l'enfant fait devant un écran, mais aussi ce qu'il ne fait plus. Si les écrans remplacent régulièrement le sommeil, les repas en famille, le jeu libre, les activités physiques, les conversations, alors oui, cela peut devenir préoccupant. Non pas uniquement à cause de l'écran, mais parce que d'autres expériences essentielles disparaissent progressivement. À l'inverse, si les écrans trouvent leur place dans une journée riche en jeux, en lecture, en échange, en mouvement et en repos, la question ne se pose plus du tout. On va dire pas plus du tout, mais plus tout à fait de la même manière. Vous voyez, nous sommes déjà sortis du débat. Nous ne sommes plus en train de compter les minutes, nous sommes en train d'observer l'équilibre de la vie de l'enfant. Et je trouve que cette idée est profondément rassurante parce qu'elle leur remet les parents au centre. Elle ne leur demande pas d'être parfaits, elle leur propose de prendre de recul, d'observer et d'ajuster en fonction de leurs observations. Enfin, j'aimerais dire un mot pour les parents qui culpabilisent parce qu'ils utilisent parfois un écran pour souffler quelques minutes. Préparer le repas, prendre une douche, répondre à un appel, respirer. La recherche ne dit pas qu'un parent doit être disponible chaque minute de la journée. Les familles vivent dans la vraie vie, avec leurs contraintes. Le véritable enjeu n'est pas d'éliminer complètement les écrans, il est de veiller à ce qu'ils ne prennent pas toute la place. Et je crois que cette nuance est importante, parce qu'elle nous éloigne des injonctions, pour nous rapprocher de la réalité des familles. Si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait celle-ci. La bonne question n'est pas seulement combien de temps, mais aussi quel contenu, avec qui, à quel moment et que cet écran remplace-t-il aujourd'hui? C'est souvent là que se trouvent les repères les plus utiles. Alors si les écrans ne sont ni entièrement bons ni entièrement mauvais, comment faire concrètement dans la vraie vie? J'aimerais vous proposer une idée qui m'accompagne souvent lorsque je rencontre des familles. Au fond, ce n'est peut-être pas l'écran qui mérite toute notre attention, c'est la place qu'il prend dans la vie de notre enfant. Parce qu'une journée d'été ne se résume jamais à un seul moment. Elle est faite de jeux, de repas, de discussions, de découvertes, de repos, de mouvements, parfois d'un peu d'ennui. Et parfois aussi d'un dessin animé. Ce qui construit le développement d'un enfant, c'est cet ensemble, pas une seule activité prise isolément. Alors lorsque vous voyez votre enfant regarder un écran, je vous invite à élargir un peu le regard. Posez-vous quelques questions simples. A-t-il eu l'occasion de courir aujourd'hui, de jouer, de rire, de parler avec quelqu'un, d'inventer, de lire ou d'écouter une histoire, de s'ennuyer un peu? Si la réponse est oui, alors cet écran s'inscrit probablement dans une journée riche et variée. Et c'est très différent d'un écran qui remplace progressivement toutes les autres expériences. J'aimerais aussi m'adresser aux parents qui se sentent parfois coupables, à ceux qui allument un dessin animé le temps de préparer le repas, à ceux qui laissent leur enfant regarder un film un après-midi de pluie, à ceux qui ont simplement besoin de quelques minutes pour souffler. Vous savez, prendre soin de son enfant, c'est aussi prendre soin de soi. Un parent épuisé ne devient pas un meilleur parent parce qu'il n'a jamais utilisé un écran. La question n'est donc pas est-ce que j'ai le droit d'allumer un écran? La question est plutôt est-ce que cet écran est une aide ponctuelle dans une journée équilibrée? Ou est-il en train de remplacer progressivement des expériences importantes pour mon enfant? Et cette question est souvent beaucoup plus utile parce qu'elle nous invite à observer plutôt qu'à nous juger. Je pense aussi aux enfants qui présentent un TDAH ou un TSA ou d'autres particularités du développement. Certains peuvent trouver dans certains contenus numériques un véritable intérêt, une passion, une façon d'apprendre, une source d'apaisement.
Cela ne signifie pas que tous les écrans sont adaptés, mais cela nous rappelle qu'il n'existe pas une règle unique valable pour tous les enfants. Chaque enfant mérite que l'on regarde son fonctionnement, ses besoins, ses forces et ses difficultés. C'est exactement la philosophie d'apprentissage sans frontières. Comprendre avant de juger, observer avant de conclure, accompagner avant de corriger. Cette semaine, je ne vous propose pas de chronométrer le temps d'écran. Je vous propose autre chose. Pendant quelques jours, observez simplement un moment où votre enfant utilise un écran. Puis posez-vous ces 4 questions. Que regarde-t-il réellement? Pourquoi utilise-t-il cet écran à ce moment-là? Avec qui il est? Que fera-t-il juste après? Vous verrez peut-être apparaître des habitudes que vous n'aviez jamais remarquées et peut-être aussi des occasions de faire quelques ajustements sans révolutionner votre quotidien. Lorsqu'il regarde un écran, votre enfant n'est pas simplement en train de regarder des images. Selon le contenu et le contexte, il peut être en train de découvrir un nouveau vocabulaire, comprendre une histoire, rire avec vous, satisfaire une passion, récupérer après une journée très stimulante. Mais il peut aussi parfois repousser le moment d'aller dormir, passer moins de temps à jouer, réduire ses interactions avec les autres. C'est pour cela que le contexte est si important. J'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez une grande balance. D'un côté, il y a les écrans, de l'autre, il y a tout le reste. Les jeux, les histoires, les repas partagés, les promenades, les discussions, le sommeil, les câlins, les fous rires, etc. Ce n'est pas un écran qui fait pencher la balance. C'est l'équilibre de l'ensemble. Et je trouve cette idée profondément apaisante parce qu'elle nous rappelle qu'aucun enfant n'a besoin d'être parfait. Nous avons simplement besoin de continuer à chercher un équilibre qui correspond à notre enfant et à notre famille. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Les écrans ne définissent pas l'enfance de votre enfant. Ce qui l'a construit, c'est l'ensemble des expériences, des relations et des découvertes qui remplissent les journées. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a permis de regarder les écrans avec un peu plus de nuances et un peu moins de culpabilité, je vous invite à le partager avec un parent qui se pose les mêmes questions. Et si vous souhaitez retrouver chaque semaine des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une phrase que tous les parents ont entendue un jour pendant les vacances. Je m'ennuie. Si l'ennui n'était pas un problème à résoudre le plus vite possible, mais une occasion de grandir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Quand nous cessons de rechercher le parent parfait, nous devenons souvent beaucoup plus disponibles pour être le parent dont notre enfant a réellement besoin. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.